Bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer sur notre lancée de résolution de système et en l'occurrence, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est donc on a vu 2 techniques pour la résolution de système, d'accord? Donc on a vu une technique qui était la substitution, qui était assez pratique pour les petits systèmes quand on les faisait à la main et on avait une autre technique qui était Gauss-Jordan, OK? Et ça, comme d'habitude, Gauss-Jordan, ça fait le café et donc on arrive à s'en sortir. Alors maintenant la question, c'est que quand est-ce que ça marche pas? Quand est-ce que ça fonctionne pas? OK. Alors là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vais prendre 3 petits systèmes qui vont être très ressemblants et qui vont donner 3 situations différentes et on va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi dans certains cas ça marche et pourquoi dans certains cas ça ne marche pas. OK, donc je vous propose un premier système, ça va être x plus y égale 3 et x moins y égale 1. Je vais en avoir un autre, ça va être x plus y égale 3. Alors presque la même chose, x plus y égale 1, et un autre système enfin, ça va être x plus y égale 3, et x plus y égale 3. Alors on va voir ce qui se passe, d'accord? Donc vous remarquez que ces 3 systèmes, dans les 3 cas, donc si ce sont des équations on a 2 équations à 2 inconnus, d'accord? Et donc ça, en pratique, euh, si je réécris ce système ici, par exemple, ça, c'est la même chose, en fait, que y, en fait, c'est moins x plus 3, et ici, on a en fait que ça, la deuxième équation, c'est la même chose que y, c'est égal à x moins 1. Donc si j'essaye de représenter ça, d'accord, si j'essaye de représenter ça, d'accord, donc je vais avoir quelque part y égale moins x plus 3, ça va être une droite décroissante comme ça, d'accord, ici on va avoir 3, donc ça c'est y, c'est moins x plus 3, et alors, donc ça c'est celle-ci, d'accord? Et alors, je vais avoir y c'est égal à x moins 1, ça va être quelque chose qui va être un peu comme ça. D'accord? Et alors, quand est-ce que les deux, c'est quoi la solution de ce système? Et bien en fait, ça veut dire c'est que quand on a trouvé des valeurs pour mettre aux variables, qui vérifient les deux équations, et cet endroit-là, ça arrive exactement ici à l'intersection de ces deux droites. Ça, c'est la solution du système. Ok? Et en l'occurrence, ici, si on résout ça par substitution ou par Gauss-Jordan, on voit qu'en fait, y c'est égal à 2, 1. D'accord? Donc voilà, parce que 2 plus 1, ça fait 3, et 2 moins 1, ça fait bien 1. D'accord? Donc ça, c'est la solution du système, et on voit que du coup, si j'essaye de formuler l'ensemble des solutions du système, l'ensemble des solutions, du coup, c'est, en fait, il n'y a qu'un élément dedans, c'est 2, 1. D'accord? Bon. Alors maintenant, essayons de voir ce qui se passe avec le deuxième système. Donc là, pour le premier cas, on a vu, ok, c'est cool, ça marche bien, c'est comme l'exemple des vidéos précédentes avec le festival, on a su combien d'enfants et combien d'adultes étaient venus. Okay, donc si je fais la même chose avec le deuxième système, on a en fait que ici, j'ai du coup y, c'est égal à moins x plus 3, et ici, on a la même chose que y, c'est égal en fait à moins x plus 1. D'accord? Donc si je trace ça, en fait, ce qu'on va avoir, donc ici je vais le faire en rouge, on va avoir toujours moins x plus 3 qui est quelque chose comme ça, et si je trace la deuxième, y égale moins x plus 1, ça va être quelque chose comme ça. Et vous avez vu, c'est qu'ici, ces deux droites-là, elles se touchent jamais, elles sont parallèles. D'ailleurs, on peut le remarquer tout de suite si on se souvient de son cours, c'est que le coefficient directeur de ces droites, c'est le même, c'est moins 1 ici. Okay, donc elles sont parallèles, et donc en fait, il n'y a pas d'intersection, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Et c'est normal qu'il n'y ait pas de solution, parce que regardez, ici j'ai x plus y égale 3, et en dessous j'ai x plus y égale 1. Ça voudrait dire que j'aurais une quantité qui serait égale à 3, et en même temps, elle serait à la fois égale à 1. Donc on a une quantité qui serait à la fois égale à 3 et à la fois égale à 1. Ça n'existe pas, on ne peut pas trouver quelque chose qui est à la fois égal à 3 et à la fois égal à 1. Donc ici, l'ensemble des solutions de ce système, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucune solution là. D'accord?
Donc ça, c'est un deuxième cas de figure où bah là, bah oui, ça n'a pas marché comme prévu, il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a pas d'intersection, parce qu'on voit que les droites ne se croisent pas. D'accord? Alors pour le troisième système, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on remarque que ça sent le pâté, parce qu'on a deux fois la même équation. Okay. Alors, si j'essaie de réécrire ça, on aurait par exemple ici, y c'est moins x plus 3, et y, encore une fois, là, c'est aussi moins x plus 3. Donc si je représente ça graphiquement, d'accord? Donc on va avoir en rouge moins x plus 3, quelque chose comme ça, et on va avoir en bleu, bah, la même droite, moins x plus 3, c'est-à-dire ici. D'accord? Et alors je me demande, bah, c'est quoi les points qui vont vérifier, c'est quoi l'intersection de ces deux droites? Et ben, l'intersection de ces deux droites, c'est ces deux droites. Okay, tous les points vont valider ici. D'accord? Donc si je regarde en fait, ici mes solutions, du coup ça va être égal à quoi? Ça va être égal à donc l'ensemble des points qui sont sur cette droite. Donc c'est un ensemble de couples, d'accord? Donc ça va être l'ensemble des x, y, d'accord? Tel que quoi? Tel que bon, x c'est un réel, et nous on a dit que y en fait c'était égal à moins x plus 3. Ok, donc c'est pas très joli comme ça, mais ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions sur ces systèmes-là, d'accord? Et je peux réécrire ça sous la forme suivante. Donc comme ici j'ai y égale moins x plus 3, je vais le réécrire ici dedans. Donc c'est l'ensemble des x, puis y, mais y c'était moins x plus 3, tel que ici x appartient à R. Ok, donc ça, il y a une infinité de solutions. Si je dis par exemple que x vaut 1, eh bien x c'est moins 1 plus 3, donc ça veut dire que y est égal à 2. D'accord? Donc il y a plein de solutions pour ce système-là. Donc ici, a priori, au vu de ce petit résumé, on voit qu'on a trois cas de figure pour un système. Ok? Alors, premier cas, c'est une solution unique. Ok? Ce cas-ci. Deuxième cas, c'était aucune solution. C'est ce qu'on appelle un système impossible. Et le troisième cas, c'était une infinité de solutions. Ce qu'on appelle un système indéterminé. Ok? Alors, et maintenant la question c'est, est-ce qu'on est capable de... Nous, en général, ce qui nous intéresse, c'est souvent les solutions uniques. Ok? Donc la question c'est, quand est-ce qu'un système a une solution unique? Ok? Alors comment est-ce qu'on pourrait trouver la réponse à cette question? Ben, souvenez-vous, pour résoudre les systèmes, a priori pour l'instant on a vu deux techniques, la substitution ou bien Gauss-Jordan. Ok? Et donc la substitution, comme peut-être c'est fait à la main, c'est peut-être pas bien clair de caractériser comment ça marche. Par contre, Gauss-Jordan, on sait très bien quand est-ce qu'on ne peut plus fonctionner. D'accord? Donc souvenez-vous, Gauss-Jordan, quels sont les cas dans lesquels il faut absolument s'arrêter? C'est que quand on a une ligne qui est complètement nulle. Okay, souvenez-vous, dans le calcul des déterminants, quand il y en avait une ligne qui était nulle, il fallait absolument s'arrêter, et le déterminant était nul. Ici, c'est pareil, si on a une ligne qui est complètement nulle, eh ben, ça veut dire qu'il y a une équation, c'est en gros 0 égale 0, on ne sait rien faire avec cette chose-là. D'accord? Donc l'intuition, quand est-ce qu'un système a une solution unique? C'est quand Gauss-Jordan fonctionne. Ok? Et alors, on va essayer de caractériser qu'est-ce que ça veut dire quand Gauss-Jordan fonctionne. Okay, donc, a priori, si vous vous souvenez, les opérations qui sont autorisées par Gauss-Jordan, et celles dont on se sert le plus souvent, c'est de dire, ok, à une ligne, je vais ajouter un multiple d'une autre ligne. Okay, et donc la question, ça va foirer quand je vais faire cette opération-là, si je veux obtenir plein de zéros. Donc, si j'ajoute à une ligne des multiples d'autres lignes, donc j'avais dit que Gauss-Jordan s'en fait une à la fois, mais si on répète cette opération, on va ajouter à une ligne des multiples d'autres lignes. Si j'ajoute à une ligne des multiples d'autres lignes, et que j'obtiens une ligne, et que j'obtiens une ligne lune, alors ça foire. Alors ça veut dire que Gauss-Jordan ne fonctionne pas. D'accord?
Alors nous, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, donc si on essaie de caractériser ça, en fait, donc c'est vraiment ça en fait le problème, hein. C'est si, quand on ajoute à une ligne des multiples d'autres lignes et qu'on obtient 0, eh bien alors ça veut dire qu'il faut s'arrêter, que ça ne marche pas. Ok. Donc à ce titre, je vais donner une petite définition, c'est un ensemble de vecteurs qu'on va dire linéairement dépendant. Qu'est-ce que c'est? Donc définition. Donc si je prends plein de petits vecteurs, V1, V2, etc. jusque Vn, des vecteurs, ok. On dit que S, donc si je dis que S est égal à ça, S c'est cet ensemble de vecteurs, on dit que S, il est linéairement dépendant, si quoi? Si je peux trouver, en fait si je peux, en gros, additionner un certain nombre de fois ces vecteurs-là en les multipliant et obtenir 0. Okay. Si je peux trouver du coup des multiples, c'est-à-dire des petits lambda 1, lambda 2 jusque lambda n, qui ne sont pas tous égaux à 0, donc j'ai pas le droit de mettre 0 partout, sinon c'est de la triche, tel que quoi? Tel que du coup, lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus etc. plus lambda n vn, ben si ça c'est égal au vecteur nul. Okay. Alors si j'ai ça, donc souvenez-vous, ça c'est exactement le cas de caractérisation Gauss-Jordan va foirer. Parce que j'ai ajouté des multiples de plein de lignes et j'ai obtenu le vecteur nul. Ok. Alors, si c'est pas possible, si une telle écriture n'est pas possible, ah, j'écris vraiment comme un porc. Hein. Si une telle écriture n'est pas possible, on dit que les vecteurs sont linéairement, donc s'ils ne sont pas linéairement dépendants, on dit qu'ils sont linéairement indépendants. Ok. Donc ça veut dire quoi? Donc si je sais écrire ceci en fait, si je sais écrire quelque chose comme ça, en fait ça c'est la même chose qu'en supposant que on n'ait pas fait lambda 0 fois V1, d'accord? Donc ça on peut le faire sans perdre de généralité, hein. Ça pourrait être n'importe lequel de ces lambda là qui est pas nul, on sait qu'il y en a au moins un. Alors on prend celui qui est pas nul, disons à tout hasard que c'est lambda 1, alors on pourrait écrire quelque chose ici comme en fait V1 c'est égal à moins lambda 2 sur lambda 1 de V2, moins lambda 3 sur lambda 1 de V3, moins etc. jusque moins lambda n sur lambda 1 de Vn. Et donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça d'un point de vue système? Donc vous avez vu ici, j'ai écrit un vecteur en gros comme une combinaison linéaire de plein d'autres vecteurs. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai pu écrire, j'ai pu composer mon vecteur à partir d'une somme de multiples d'autres vecteurs. Donc en termes matriciels, ça veut dire que j'ai pu construire une ligne à partir d'une somme d'autres lignes. D'accord? Et c'est ce cas-là même qui, quand Gauss-Jordan, nous donnait une ligne qui était complètement nulle. D'accord? Donc si je résume ici tout ce que j'ai fait, alors comment ça peut marcher? Quand est-ce qu'un système possède une solution unique, du coup? Eh ben, en fait, c'est simplement, donc si j'ai soit un système AX égale B, d'accord? Alors ce système, qu'est-ce qu'il a? On va dire qu'il a possède une unique solution, possède une solution unique, si et seulement si quoi? Si et seulement si, bah, l'ensemble des vecteurs lignes de A, c'est linéairement indépendant, si et seulement si l'ensemble des vecteurs lignes de A, il est linéairement indépendant, ok, ce qu'on vient de caractériser ça. Et alors quand est-ce que ça marche aussi, Gauss-Jordan? Souvenez-vous, en fait, Gauss-Jordan fonctionne si on sait utiliser Gauss-Jordan pour le déterminant, c'est-à-dire si le déterminant il n'est pas nul. Ok? Parce que si le déterminant est nul, quand on fait Gauss-Jordan, on va obtenir une ligne nulle. Ok? Donc ça, c'est la même chose que
l'ensemble des vecteurs lignes de A est linéairement indépendant, c'est la même chose que le déterminant de A n'est pas égal à 0. D'accord? Et donc voilà. Donc ici, a priori, on a réussi à caractériser du coup tous les cas dans lesquels en gros Gauss-Jordan fonctionnait quand est-ce qu'on sait avoir une solution unique. D'accord? Donc si je résume, ce qu'on a fait ici, donc on a vu 3 cas de figure de solution de système. Solution unique, système impossible, donc ça veut dire pas de solution. Et on a vu aussi système indéterminé. Indéterminé, ça c'est une infinité de solutions. Okay. Et solution unique, ça n'arrive uniquement dans quel cas? Si, deux choses, si le déterminant de la matrice des coefficients c'est pas égal à 0, ou bien si la propriété qui est au-dessus. Okay. Donc si l'ensemble des vecteurs lignes, il est linéairement indépendant. D'accord? Donc voilà, moi a priori ici j'ai fini tout ce que je voulais vous dire sur la résolution de système, et donc dans la suite du cours on continuera avec l'algèbre linéaire et encore avec notre brave Gauss-Jordan pour tout ce qui est application linéaire, base, changement de base, etc. etc. D'accord? Donc je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!